T'as travaillé mon nom de famille, là. On sent le boulot. Bonjour tout le monde. Je suis ravi, moi aussi, d'être ici. On m'avait promis du soleil après la neige, mais en fait, ça, c'est que du flanc. Mais sinon, je suis vraiment ravi. Merci Stéphanie, merci Séverine, merci tout le monde. Ça fait maintenant plus d'un an que vous m'avez contacté pour me proposer de venir parler un petit peu de matériaux. Et vous m'aviez dit que le thème, c'était comment le vivant agit sur nous. Je me suis dit, chouette, on va parler biomimétisme, on va parler interaction entre le vivant et la production de matière. Nanana. Et là, Sandrine comme Stéphanie m'ont dit, t'as un quart d'heure, mon garçon. Donc, je vais faire super court. Si jamais vous avez des questions, on a une masterclass cet après-midi à 16h. Je suis en même temps ici toute la journée. Je repars à Paris ce soir, mais je suis ici si vous avez des questions complémentaires. Et je vais filer parce qu'il y a l'horloge qui tourne. Ça, généralement, j'appuie jamais sur le bon. Si. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas encore Matériaux, ce qu'on est, ce qu'on fait, c'est une structure qu'on a créée il y a 20 ans. L'idée, c'est tout bêtement d'essayer d'identifier partout dans le monde tous les producteurs de matières que je vais dire singulières, atypiques, innovantes, moutons à 5 pattes, trucs bizarroïdes, etc. C'est-à-dire que je produis du contreplaqué, ça n'intéressera pas à Matériaux. Je produis ce contreplaqué, mais avec fibre optique à l'intérieur pour le rendre translucide. On est face à une singularité, éventuellement une innovation. Ça nous intéresse. Quand je dis ça nous intéresse, ça veut dire simplement qu'on va créer une fiche sur le matériau en question, en racontant, regardez, ce truc-là, c'est super marrant parce que si j'appuie dessus, ça fait poète-poète, etc. Et on va indiquer à chaque fois les coordonnées de l'industriel qui fait ça, sachant qu'on n'est pas du tout là pour vendre la matière, on reste totalement indépendant de ces milliers d'industriels qui sont référencés. On est là pour dire à nos utilisateurs, you, ce truc-là, ça existe, et que l'utilisateur soit dans l'archi, dans le design, dans la mode, dans le packaging, dans l'événementiel, dans la cosmétique, dans l'industrie du luxe, dans le monde automobile, dans le sport. On a même eu un dentiste à une époque qui était membre du service, c'est pour vous dire à quel point c'est large. À chaque fois qu'il s'intéresse à un matériau, il va sur la fiche savoir qui fait poète-poète quand on appuie dessus, et derrière, il va contacter directement l'industriel. Nous, on se retire un petit peu de l'affaire à ce niveau-là. On est vraiment là pour mettre des spots sur ces matériaux particuliers. Donc, les aspects importants là-dessus, c'est cette indépendance par rapport aux industriels afin de ne pas reprendre le bullshit de l'industriel concernant son argumentaire commercial, mais simplement de s'appuyer sur des éléments concrets physiques, et donc financé par ses utilisateurs avec cette volonté de décloisonnement, c'est-à-dire qu'on va chercher des matériaux partout, dans tous les secteurs, et derrière, les utilisateurs sont eux aussi très larges. Une contrainte pour rebondir un petit peu sur l'atelier Luma que je suis depuis le début, c'est que tous les développements sur lesquels ils travaillent actuellement nous intéressent énormément, mais on ne crée pas de fiches sur, par exemple, le polystyrène, entre guillemets, de tournesol, tant qu'il n'y a pas de production derrière, parce que notre membre qui est dans l'automobile, qui est dans la cosmétique ou qui est dans l'architecture, c'est sur des projets qu'il travaille. Et donc, dans cette frontière où on est encore dans l'ébauche, dans la recherche, dans tous ces trucs-là, c'est des trucs que nous, on va mettre de côté comme information, mais on ne va pas créer une fiche parce que derrière, le but du jeu n'est pas d'envoyer nos membres vers des impasses temporelles parce que ce truc-là, aujourd'hui, je ne peux pas l'utiliser. Alors, très rapidement, pour terminer sur ce qu'est Matériaux, c'est qu'on a cette base de données avec aujourd'hui plus de 9000 fiches sur 9000 matériaux bizarroïdes. Quand je dis matériaux, ça peut être des matériaux, ça peut être des semi-produits, ça peut être des technologies attachées à la matière, mais globalement, j'appelle ça des fiches matériaux. Et puis des showrooms, ça c'est la grande affaire du moment, c'est qu'on avait jusqu'à maintenant un showroom à Paris, un autre à Prague, un autre à Shanghai, un autre à Séoul, un autre en presque ouverture à Shenzhen. Et depuis aujourd'hui, on a une amorce de showroom. Je dis une amorce parce que, et mea culpa, je suis chargé de collecter des échantillons.
On a, comme je vous ai dit, 8 ou 9 000 fiches. Il y a certaines boîtes, je me bats depuis des années pour avoir des échantillons. Souvent, les industriels ne sont pas dans une logique de décloisonnement. Ils font un truc pour un domaine donné et ils ne comprennent pas du tout quand un zigoto de chez Matériaux les appelle parce que leur fibre artificielle, leur fibre de soie artificielle d'araignée qui sert au départ pour le médical pourrait intéresser d'autres secteurs. Et donc, on se bat pour récupérer ces échantillons. Pour l'instant, ici, à Genève, vous avez, je vais dire, un échantillon des échantillons. Et notre travail aujourd'hui, c'est de collecter un maximum de choses pour que vous puissiez profiter à Genève du même service qui est accessible à Paris, c'est-à-dire cette dimension physique, sachant que la base de données et le showroom, c'est deux éléments complémentaires. Je recherche un truc, je sais ce que je cherche, je vais simplement taper sur la base de données et vont remonter les informations. Le showroom, et donc très prochainement le showroom ici, c'est aussi vachement bien quand lorsque je suis sur un projet et que je ne sais pas forcément ce que je cherche, je vais venir déambuler là-dedans, m'arrêter sur quelque chose et me dire « Ah tiens, avec ça, je pourrais faire ça ou ça ». Donc là, on profite directement de la capacité inspirationnelle de la matière. J'en ai fini sur matériaux. Maintenant, je reviens au thème d'aujourd'hui, qui était au départ quand le vivant nous fait agir. Et il y a peut-être 3 ou 4 trucs que je voulais très rapidement survoler. D'abord, j'ai un peu transformé la phrase, quand l'autre vivant nous pousse à agir. On en a parlé tout à l'heure. Quand je dis quand l'autre vivant, c'est que pendant très longtemps, l'humain a considéré qu'il y avait lui un petit peu en Deus Machina, et il y avait la nature avec laquelle il n'allait pas du tout faire avec, mais presque faire contre. En se disant que de toute façon la nature était là pour qu'il l'exploite, il ne considérait pas ça réellement comme un organisme vivant, donc c'est pour ça que je parle de l'autre vivant, c'est-à-dire que on l'utilisait jusqu'à maintenant comme une ressource et on pouvait, allez hop, c'est open bar, on peut se servir et puis il n'y aura jamais de conséquences. Et quand je dis nous pousse, c'est qu'effectivement il a fallu qu'on aille très très loin dans cette logique-là pour se rendre compte que le contre-coup peut être très violent, très rapide et finalement délétère, voire mortel, pas pour la Terre qui se portera très bien une fois qu'on aura disparu, mais en tout cas pour nous. Donc on est actuellement dans cette prise de conscience. Et ce que je peux noter, moi, par rapport à il y a 20 ans, quand on a démarré à Matériaux, c'est qu'on est effectivement réellement dans une prise de conscience, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, très fréquemment, on me posait des questions concernant l'environnement et la matière, mais on sentait que derrière, c'était parce que je dois avoir un discours là-dessus, parce que c'est ce qui fait vendre, parce que ceci, cela. Aujourd'hui, point positif, je constate qu'effectivement, toutes les requêtes que je reçois sont réellement des requêtes où on se dit, si on ne change pas, si on ne modifie pas nos modes de production, si on n'agit pas différemment, on se prend le mur. Donc il y a cette vraie volonté, cette vraie prise de conscience. Mais, ce que je note aussi, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore accepté la complexité de tout ça. C'est-à-dire que très fréquemment, je vais recevoir des gens qui ont encore une lecture de la matière où globalement, je peux mettre des notes sur les matériaux. Un bois, c'est gentil. Un verre, c'est déjà moins gentil parce que ça consomme beaucoup d'énergie pour être produit. Un plastique, c'est l'horreur de l'horreur. Et réellement, il y a ce système de notation sur les matériaux. C'est-à-dire qu'on oublie complètement que la matière, elle n'a pas à être bonne ou mauvaise. C'est l'intelligence qu'on va mettre à l'employer à bon escient et dans le bon cadre. Et si je voulais vous en parler aujourd'hui dans cette question d'interaction entre le vivant et l'humain, c'est que je pense qu'on n'arrivera pas à commencer à amorcer quelque chose de réellement pertinent tant qu'on n'acceptera pas l'idée que les choses sont plus complexes que simplement « tiens, je vais utiliser du papier parce que c'est mieux que du machin ». Et qu'on n'accepte pas l'idée de se dire à chaque fois, sur mon projet, il va falloir que je réfléchisse, non pas simplement à l'utilisation de tel ou tel type de matériaux, mais à mon projet de façon globale, comment il s'insère, qu'est-ce que ça devient à la fin.
tous ces éléments qui sont finalement plus importants que stricto sensu le choix de tel ou tel type de matériaux. Donc ça, c'est la lecture qu'on a aujourd'hui des matériaux. J'appelle ça mon échelle de Burke. On a tous son échelle de Burke dans sa tête, un espèce de biais cognitif. Alors là, c'est l'échelle de Burke super classique, hein. Chacun va bouger un petit peu les trucs, mais on voit effectivement que plus on s'éloigne de la nature, et plus la matière est méchante. Mais vous voyez, si je prends mon Burke maximum, il est à 147 Burke là-haut, c'est monstrueux. C'est un ETFE, un éthylotétrafluorure d'éthylène, ça sent sa chimie à plein nez. Ce truc-là, effectivement, c'est issu du pétrole, c'est polluant lors de sa fabrication, il y a émanation de certains gaz qui ne sont pas bons pour l'environnement, et en fin de vie, ce truc-là, utilisé dans le packaging, par exemple, ça va être une cochonnerie innommable parce que, comme c'est un polymère très technique, il n'y a pas réellement de filière de recyclage, ce truc-là, je vais le cramer, je ne vais rien pouvoir en faire. Si maintenant, je regarde ce même ETFE pour la piscine olympique de Pékin, il a servi en fait de couverture pour cette espèce de cube à bulles. Vous regarderez sur Internet, piscine olympique Pékin, vous verrez à quoi ça ressemble. Et si je fais le bilan environnemental de ce bâtiment sur ses 40 ans de durée de vie, cette solution avec le TFE enfonce finger in the nose toutes les autres solutions de construction, parce que très peu de matière est utilisée au départ, une matière qui va très bien durer pendant les 40 ans de vie du bâtiment, un bâtiment qui est super bien isolé, qui amène très bien la lumière à l'intérieur du bâtiment, donc grosse économie d'énergie. Et en fin de vie, j'ai sur un site unique une grande quantité de TFE qui n'est mélangée à rien d'autre. Donc tout à coup, ce truc-là, qui était une vraie cochonnerie dans le packaging, devient la quintessence de l'écomatériau dans un autre. Donc tout ça pour vous dire quelque chose qui, pour vous, j'espère, est une évidence, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de bons et de mauvais matériaux. Il y a des matériaux qu'on va économiser. Ça, c'est judicieux, pour le coup. Une matière écolo, c'est la matière qu'on ne va pas consommer, qu'on ne va pas utiliser. Ça, c'est... Mais sinon, je défie quiconque de me montrer ce que c'est qu'un écomatériau. Là, je voulais parler sur les plastiques et sur toutes les conneries qu'on raconte sur les bioplastiques, mais je vais passer à après parce que j'ai mon horloge qui... Deuxième aspect dont j'aurais voulu m'étendre pendant 2 ou 3 heures, mais là aussi on l'a rapidement abordé tout à l'heure, dans cette interaction vivant et humain, c'est effectivement tout le biomimétisme. Avec ce truc jusqu'à Janine Bénus, on va dire, on avait tendance à ne pas écouter, à ne pas regarder finalement la nature, qui pourtant a énormément de choses à nous apprendre. C'est quand même la nature, une industrie qui depuis des milliards d'années produit avec un minimum d'énergie, en recyclant tout, en trouvant à chaque fois des solutions super judicieuses localement qui sont jamais les mêmes. Pourquoi c'est jamais les mêmes? Pourquoi le papillon il ressemble jamais à son cousin qui est ailleurs? C'est parce qu'à chaque fois, il y a un espèce de fine-tuning concernant les solutions à trouver suivant le cadre, les contraintes, etc. C'est super, super intéressant que de se pencher un petit peu sur les solutions qu'on a trouvées dans la nature et s'en inspirer pour, de notre côté, agir de façon un petit peu moins bourrine et commencer à utiliser les ressources qui sont à notre disposition de façon plus judicieuse. La naissance de la chimie verte, par exemple, c'est la constatation tout bêtement que le premier producteur du monde de verre, c'était absolument pas Saint-Gobain, c'était absolument pas Pilkington, c'était absolument pas AGC ou d'autres grands miroitiers, c'était les diatomées qui produisent des tonnes et des tonnes de verre par jour, là où l'humain apporter nécessairement 1500 degrés d'énergie et de la silice pour la transformer en verre, les diatomées, elles vous font ça à température ambiante. Et dans la mer, c'est pas du 45 degrés, hein, c'est du 15 degrés, en gros. À 15 degrés, elles arrivent à faire du verre, tout leur squelette est fait en verre. Et donc, à partir du moment où on s'est dit, tiens, ça serait pas mal quand même qu'on regarde un petit peu comment les diatomées font, bah, ça a créé tout ce qu'on appelle, j'appuie sur le bouton sans faire exprès en plus, ça a créé tout ce qu'on appelle la chimie verte, c'est-à-dire cette chimie moins invasive où on regarde un petit peu à utiliser moins d'énergie, moins de matière pour produire plus intelligemment. Vous avez là une ribambelle d'exemples ultra couverts concernant le requin pour aller plus vite, le requin aussi pour avoir des traitements antibactériens,
les petits chardons qui sont la naissance du velcro, où un ingénieur suisse en avait ras-le-bol d'enlever les boules de bardane de son chien, et il a vu qu'en fait, avec un système de crochets et de velours, on pouvait imaginer des éléments de fermeture. Le gecko qui est capable de s'accrocher au plafond, et puis on a découvert un petit peu comment il arrivait comme ça à s'agripper sans colle, sans rien de particulier. Les ailerons, les machins, les bidules, tout ça on connaît, mais c'était pour vous dire que c'est vraiment une vraie source, pour le coup, le vivant, d'inspiration. L'autre aspect dont je voulais parler, le titre est beaucoup trop violent, je te l'ai passé hier, Stéphanie, et je regrette. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que je crains en même temps, dans cette interaction entre le vivant et l'humain, et la production, et tous ces trucs-là, c'est qu'on se berce d'illusions avec des projets ou des solutions qui sont parfois un petit peu anecdotiques. Je vois passer tous les jours des projets où on se dit « Tiens, on va maintenant récupérer les cheveux chez les coiffeurs pour faire des machins, des bidules. Tiens, les dentistes, c'est vraiment dommage, ils jettent les dents des gens quand ils les arrachent, on pourrait en faire des bijoux. » On reste souvent dans des trucs qui restent anecdotiques en termes de problèmes. Je vous rappelle que dans 20 ans, il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons. C'est pas si jamais je récupère les dents chez le dentiste pour faire des bijoux que je vais changer les choses. Donc je voudrais pas que là aussi ça nous freine dans la volonté réelle qu'on a de faire changer les choses, que de se bercer d'illusions avec des choses qui ne règlent pas le fond du problème. Parce que le fond du problème, on parle de quoi ? Je vais très rapidement passer sur la photo que tu aimais, hein. Donc t'en profites, attention, elle est là, oh, elle est là, mais je vais passer parce que tout ça, c'est des exemples simplement un petit peu anecdotiques par rapport aux vrais problèmes. On est face à une révolution, c'est-à-dire qu'il faut qu'on change réellement nos sociétés, qu'on arrête de produire sans se soucier de ce qu'on crée comme déchets, qu'on arrête encore une fois, de se bercer d'illusions. Et l'exemple un petit peu positif que je voulais vous montrer concernant cette interaction entre le vivant et l'industrie et l'humain, c'est un exemple de... je vais passer à la slide d'après, je vous expliquerai après pourquoi celle d'avant. C'est une boîte qui intègre des enzymes dans des polymères qui sont de type PET. Donc le PET, c'est très classiquement votre bouteille plastique quand vous achetez donc des bouteilles de coca, de machin, de bidule. C'est quelque chose qui est dit recyclable, sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que pour l'instant, c'est pas recyclable en boucle. Le PET de la bouteille va donner éventuellement de la laine polaire ou éventuellement un feutre acoustique ou éventuellement des sous-produits comme ça, qui eux-mêmes vont être transformés éventuellement en chiffon pour l'industrie, et à la fin, ça va être cramé. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un cercle où avec ma bouteille, je la recycle et je refais de la bouteille, mais ma bouteille, on en fait un sous-produit, et puis finalement, on continue à devoir exploiter la terre pour reproduire de la matière vierge, parce qu'on ne sait pas produire une bouteille à partir d'une bouteille. Et là, par exemple, par l'adjonction d'enzymes, elles vont être capables de casser le polymère du PET pour en faire des monomères et pour récupérer de la matière vierge. Et donc là, on est réellement dans un cycle vertueux. Donc cette interaction vivant et humain porte aussi un tas de choses qui, pour le coup, sont de vraies révolutions dans un domaine donné, mais on pourrait les multiplier, qui peuvent changer la donne parce que tout à coup, on n'exploite plus la terre pour continuer à produire. Là, je reviens simplement, et j'en terminerai là-dessus, c'est une simple petite blague, c'est que je faisais une recherche sur Internet pour voir un petit peu le cycle du PET et vous expliquer la bouteille qui donne le pull, qui donne le machin. Et en fait, j'ai tapé cycle PET et je suis tombé sur un tas de trucs concernant le site de reproduction chez les chiens, ou alors une photo d'un chien sur un vélo, cycle PET, effectivement, PET. Tout ça conduit parfois à des trucs. Au départ, je me demandais, mais pourquoi est-ce que j'ai ces images-là? Donc voilà, j'en ai fini là-dessus. Si vous avez des questions, je suis là. Et puis surtout, il y a une masterclass à 16h, je crois, cet après-midi. J'ai été suffisamment course. Ouais. Bon, merci tout le monde.
petit mot. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Audrey Guimard. Mais en fait, c'est un collectif de filles qui a travaillé sur une carte blanche pour iFlow. Vous allez pouvoir découvrir ce que ces designeuses ont fait. Mais au-delà d'une designeuse, en fait, Audrey, c'est aussi une scénographe, une artiste. Et elle va vous parler de ce beau projet où elle a transformé des matériaux, elle a travaillé avec des industriels en local. Je lui laisse la parole tout de suite. C'est à toi, Audrey. Bonjour à tous. Je suis particulièrement contente d'être ici aujourd'hui parce que j'ai suivi l'aventure iFlow des bâtiments qui allaient être transformés. Tout le développement du projet. iFlow, c'est un lieu qui aspire à l'ouverture, à la rencontre des acteurs, et j'ai l'impression que tout va dans ce sens-là. Séverine nous a donné l'opportunité de créer 2 pièces à part dans cet espace. Une pièce qui sera dite récréative et une autre de bien-être. Ces pièces-là ont vocation à... Enfin, du moins, je pense que c'est le pari, à créer des environnements qui nous permettent de réfléchir, de se sentir différents. Je pense que l'environnement a vraiment cette vocation-là. La manière dont elle est pensée agit sur notre manière de créer et d'interagir. Alors, pour ce faire, je pense qu'il n'y a pas de hasard si Séverine nous a contactés pour investir ces espaces-là. Notre dynamique artistique est basée sur la transformation, l'hybridation des matériaux. On part du constat, alors après moi c'est mon constat aussi personnel dû à mon activité de scénographe, c'est que effectivement, nous produisons du neuf, du beau, du spectaculaire, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite de tous ces éléments ? Eh bien, ils sont jetés ou très peu recyclés. L'exercice que nous avons fait là, c'est quelque chose que je développe depuis 1 an et demi, c'est créer des partenariats avec des artisans, avec des industriels, faire un état des lieux et juste, très pragmatiquement, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que vous jetez, qu'est-ce que vous n'utilisez pas, comment est-ce qu'on va transformer l'aventure, comment on va apprendre de vous, des savoir-faire et de vos techniques. Si je dois également résumer la première partie de l'aventure, c'est que nous avons contacté une trentaine on a fait un état des lieux des industriels et des acteurs locaux en nous présentant et en présentant le projet et la volonté de créer un espace qui répondrait à cet exercice de style. On a eu très peu de réponses. Donc on était un petit peu sceptiques sur l'ouverture au croisement des disciplines entre industrie, design, art et comment créer quelque chose de nouveau. Et puis après le Covid, étonnamment, on est revenu et les choses se sont débloquées. Donc il y a la problématique des 2 salles, enfin la problématique, le sujet. Je vais commencer par la salle de bien-être. La salle de bien-être, on va partir d'une matière naturelle, ça tombe sous le sens, parce que la matière a une mémoire, elle a une énergie, et pour nous, la matière terre est quelque chose, c'est la base. Donc pareil, nous avons prospecté localement, et il s'avère que nous avons une magnifique, mais vraiment une sublime briqueterie qui s'appelle la briqueterie Tuileries Bardonnay, juste au-dessus. Donc, coup de chance, nous y sommes allés. Et il y a une production absolument magnifique de tuiles artisanales. La terre est sublime. Leur particularité, c'est justement la diversité de leur production, des formes et le mélange de l'argile pour donner tout un panel de tuiles et autres dérivés de la terre. L'aventure, elle est autant dans la découverte de la matière que dans la documentation, de l'apprentissage et l'histoire de chaque partenaire.
j'en parle avec un peu d'émotion parce que cette magnifique briqueterie dont nous avons suivi toute l'origine, là vous voyez le site d'extraction, la découverte de ce lieu incroyable avec une production créée par une cinquantaine de personnes, la beauté de la matière sous toutes ses formes, qu'elles soient crues ou transformées. Cette usine, d'ici fin décembre, va fermer car elle est rachetée pour une production qui va être standardisée. Ça, c'est aussi, on a pris une conscience, c'est que si on s'intéresse à ce qui se passe localement, je pense qu'il y a aussi vocation à créer des choses, justement, sauvegarde du patrimoine ou autre. C'est vraiment en s'intéressant aux autres et qu'est-ce qui est fait localement que je pense que ce genre d'initiative prend du sens. On est tombé vraiment sur, je pense, les derniers instants de la construction, de l'élaboration avec un savoir-faire particulier. Qui va prendre fin en décembre. Donc nous avons eu à cœur de transmettre, j'espère dans notre installation que vous allez voir, donc la salle de bien-être est à l'autre bout du couloir, une installation qui montre la diversité et la beauté de la matière. Quelques images du parcours et du process. Nous avons donc atterri sur site, nous sommes allés dans ce qu'ils appellent, c'est pas une décharge, c'est là où ils entassent tous les stocks qui n'ont pas été utilisés ou qui ont été cassés. On a fait vraiment un travail d'archéologue et de composition à agencer ces formes flottantes pour ensuite créer un espace très immersif où on espère qu'on se sentira bien. Ces espaces-là ne sont pas des installations artistiques parce qu'ils doivent répondre à une fonctionnalité. Mais on espère insuffler un souffle et une mise en avant du lieu différente. Donc quelques détails que vous allez pouvoir découvrir. C'était un travail très très long, à peu près 2 semaines avec une perceuse pour assembler tous les éléments. On a vraiment eu à cœur de travailler la matière dans tous ses états. Vraiment, c'est un espace monomatière, de l'argile crue que nous avons travaillé en sculpture, à l'assemblage des éléments récupérés sur site. La création également de structures en acier, nous sommes très fiers. On a appris à découper du métal. Les détails très sculpturaux de ces formes. Et je passe à la salle récréative. C'est un autre exercice. Cet espace, on le voulait modulable. On a créé une sorte de paysage surréaliste avec les matières qui nous sont un peu tombées aussi, pas du ciel, mais des gens qui ont dit oui, on vous fait confiance, oui, on a des stocks, allez-y, servez-vous. Donc cet espace, il est coloré, il y a un jeu avec la matière, on va pouvoir s'enfoncer dans les canapés, enfoncer les doigts dans la mousse, regarder. Et je pense que le fait de se détendre et de se placer autrement dans un espace coloré, j'espère que ça donnera des idées lumineuses lors de certaines réunions ou podcasts qui seront enregistrés dans cette salle. C'est une salle très complémentaire. Nous avons travaillé avec Maximum, qui est une maison d'édition spécialisée dans la récupération de déchets industriels. Donc voilà, ils forment des moules et ils créent à base de plastique fondu. Donc là, on voit les fonds de cuve que nous avons nous-mêmes réutilisés dans la salle pour des sculptures et le mobilier bas. C'est une entreprise qui cartonne. Ils travaillent avec énormément d'institutions, sont placés dans plein de showrooms de design et contribuent de manière assez efficace à meubler nos espaces tout en respectant, en réutilisant la matière.
Nous avons également travaillé avec Foam Partners, qui est une entreprise suisse spécialisée donc, dans les panneaux acoustiques, dans les mousses qui servent à l'automobile. Donc là, c'est vraiment une entreprise très, très pointue dans leur activité. Et nous avons hérité de plein de types de mousses différents. Donc, à chaque fois, c'est pareil, c'est qu'est-ce qu'on a, comment on va assembler tout ça, créer un paysage et un environnement cohérent et surprenant. Et enfin, partenaire local également, Sogetri, qui est une recyclerie, voilà, tri et recyclage de matériaux. Ils nous ont accueillis à bras ouverts. On a découvert tout le site qui est absolument énorme. Donc recyclage de métaux, de gaines électriques avec lesquelles nous avons composé certains éléments de la salle que vous verrez là-bas. Donc voilà, trois partenaires pour une pièce à combiner. Donc les détails de matière, on n'est pas dans la transformation de la matière, on est vraiment dans la sculpture. Ça, c'est un autre exercice. On a eu 3 semaines pour créer 2 salles. C'est vraiment de montrer comment exploiter ce qui reste. Et j'espère que ça va tendre de nouvelles expériences, justement. C'est une amorce. Donc voilà, ça c'est les fonds de cuve de Maximum qui ont été réutilisés tels quels, parce que parfois on a des bonnes surprises. Les formes sont parfaites, on dirait des petites planètes. Une vue globale voilà, de l'ensemble créé avec ces mousses. Juste pour la petite histoire, pourquoi ces mousses, c'est assez dingue, c'est que en fait, s'il y a une disparité dans la couleur, même si ce sont des mousses qui vont être utilisées pour des matelas ou pour toute autre utilisation, mais qui vont être couvertes, la matière n'est pas sauvegardée. Elle est mise de côté parce qu'elle n'est pas parfaite. Nous, on trouve que c'est une richesse, mais il y a quand même quelque chose à reconsidérer. Je pense qu'il y a effectivement un gâchis énorme. Et si on continue comme ça, voilà, il faut s'en saisir et récupérer, transformer. Encore un exercice autour des objets de matériaux, de Maximum, pardon, matériaux. Pour conclure, c'était 3 semaines vraiment de challenge. On est vraiment, je pense, là c'était vraiment dans la performance. Et encore une fois, l'exercice n'est pas parfait. On aurait pu faire encore plus avec du temps, mais encore une fois, j'espère que ça va lancer une dynamique, notamment avec voilà, tous les partenaires locaux, les écoles. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très vertueux à développer au sein d'AIFO. Et je remercie toute l'équipe d'AIFO. Je te remercie, Séverine, pour ta confiance, et nos partenaires qui seront là, j'espère, cet après-midi.